marque et va, je l'espère, vous convaincre à travers trois grandes questions. En complément donc, de notre premier cursus démarré, je vous le rappelle, le mois dernier sur Webikeo et qui est dédié à la croissance en réseau pour les entrepreneurs ou pour les graines de réseau, ce programme va se dérouler jusqu'en novembre prochain à raison d'une date par mois et que vous voyez à l'écran. Nous aborderons successivement des sujets qui nous apparaissent comme de vrais inducteurs, facteurs de croissance et de développement pour les réseaux, de culture, donc de benchmark aujourd'hui, d'un centre de services partagés pour vos affiliés, de protection du savoir-faire et de la propriété intellectuelle, mais également comment choisir votre canal de financement le plus pertinent, comment rédiger au mieux les clauses utiles à la croissance de votre réseau, valoriser votre marque ou également optimiser la présentation de vos états financiers pour mieux recruter. Bref, vous aurez là tout un panel de matières et de bonnes pratiques à votre disposition pour vous améliorer. Ces modules seront pour la plupart co-animés avec des membres de notre écosystème professionnel dédié à la franchise. Et je vous rappelle que notre programme demeure consultable à tout moment sur le présent support, qui sera téléchargeable depuis notre chaîne Webikeo et bien entendu sur notre site mazar.fr à l'adresse qui apparaît en bas de la planche. J'accueille pour animer ce Laurent Dubernet, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes président du réseau. Et Catherine Bergot, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes associé de Mazar, responsable national du marché réseau et franchise. Laurent, quelques mots peut-être sur AGT? Oui, AGT, on est éditeur de logiciels, de solutions informatiques dédiées aux réseaux de franchise, aux coopératives, à tous les réseaux indépendants. Et notre métier, c'est de fournir une plateforme, un écosystème complet qui va permettre de piloter la performance économique, financière, mais également de pouvoir animer efficacement la réussite d'un réseau. AGT aujourd'hui, c'est plus de 80 enseignes, 87 enseignes dans tous les secteurs d'activité. On parle de l'aménagement de la maison avec les cuisinistes, l'automobile avec des groupements comme Midas, Speedy, Feu Vert, le bricolage, la décoration avec des enseignes comme Big Mat, Jedimat, Tout Faire, l'hôtellerie, la restauration et même le domaine de la pharmacie sur lequel des groupements s'organisent aujourd'hui et veulent accompagner le pharmacien dans son évolution au quotidien. Très bien, merci. Catherine Bergot, de votre côté, quelques mots peut-être sur Mazar? Oui, bien sûr. Mazar, c'est un cabinet international d'audit, d'expertise comptable et de conseil. Nous sommes un cabinet d'origine française. Donc, pour 320 millions d'euros, nous avons 2700 collaborateurs et sommes implantés dans 40 villes en France. Donc, nous avons une practice dédiée au marché des réseaux et franchises. Et du reste, sur cette planche, nous voyons apparaître quelques principes que nous appliquons pour proposer des offres spécifiques aux partenaires des réseaux. Et donc là, on voit quelques-unes de ces principes. On parle de multi-expertise, on parle évidemment de signature, de prestations sur mesure par rapport à l'enseigne, par rapport au concept, et toujours attaché à cette notion de proximité et d'efficience, qui nous sommes, c'est un principe relativement cher. On est capable, évidemment, compte tenu de notre structure, de vous accompagner au niveau international. Et on s'appuie, Nicolas nous a parlé tout à l'heure, d'un réseau, d'un écosystème de partenaires qui permet effectivement d'élargir notre offre et de répondre plus précisément aux besoins donc, de nos franchisés. Très bien Catherine, merci. Je m'adresse à Laurent Bernet. Comment doit-on finalement appréhender la notion de réseau dans une optique de gestion, de pilotage? Je pense que c'est plutôt sous un angle d'une structure qui évolue de manière permanente, en évolution continuelle, c'est bien ça? C'est très compliqué dans le domaine du commerce. On a un exemple, chaque réseau qui va démarrer, on démarre d'un point de vente, on démarre d'un concept, on a de beaux produits, une belle image, on a un emplacement qui est approprié, ça fonctionne plutôt pas mal. Et à partir de cette première réussite, on va essayer de la répliquer, la dupliquer, la transformer. On va trouver un deuxième emplacement et à partir de ce moment-là, on va voir si le concept est franchisable. Est-ce qu'on peut l'ouvrir à des tiers, à des coopératives ou en modèle de franchise. Et à partir de là se pose la problématique de l'agrandissement du réseau. Donc on va à partir de là trouver de nouveaux emplacements. Les surfaces seront pas toujours les mêmes. On va avoir des concurrences qui seront différentes selon qu'on soit en centre-ville ou en centre commercial par exemple.
effectivement. Les magasins vont vivre dans le temps, ils vont s'agrandir, on va changer de concept. Il évolue le concept pour rester attractif, effectivement, tout à fait. Et donc ce réseau est obligé de vivre et de se transformer au quotidien. Et ce qu'on a dans notre métier du commerce, c'est la notion de like for like, d'éléments économiques et financiers, en tenant compte et en excluant tous les effets d'expansion, d'acquisition et tous les événements qui viennent modifier de façon arbitraire le résultat. Et donc le propos qu'on va essayer d'éclaircir avec Catherine ce matin, c'est d'expliquer un petit peu comment on s'organise pour pouvoir piloter ces réseaux de façon efficace avec des données qui soient correctes. Pour réduire en fait un aléa d'exploitation finalement. Exactement, et d'avoir donc une vision qui soit juste et représentative de l'activité du réseau. Très bien. Je vous propose dès à présent d'aborder notre premier point, notre première question. Donc, comment analyser un environnement justement qui est en mutation permanente? Alors là, je m'adresse également à Laurent Duvernet. Donc, on sait, Laurent, que les marchés évoluent, sont de plus en plus concurrentiels, aujourd'hui plus que jamais. Et même au niveau des réseaux, d'ailleurs, on voit bien que quel que soit le secteur, il y a un nombre croissant d'entrants qui se doivent d'être chacun le plus attractif possible. Ce que l'on disait comme tel, des mini-marchés, des marchés intérieurs, miniatures, et qui sont autant évolutifs car ils se doivent de rester compétitifs et attractifs vis-à-vis justement des candidats qui sont de plus en plus sollicités et informés, nous le verrons. Les franchiseurs dans leur rôle d'animation et de gestion ont besoin d'appréhender justement ces solutions pour leur propre bénéfice comme pour celui de leurs affiliés. Et du coup, à votre avis, Laurent, quelle approche peut-on mettre en place pour pouvoir analyser son activité? Alors, ce qu'on recommande, Nicolas, par rapport à nos clients, c'est la colonne vertébrale, je dirais, d'un système déjà, c'est d'avoir une bonne connaissance et une bonne compréhension de son réseau. C'est un travail on appelle ça le référentiel, il y a différentes terminologies qu'on va pouvoir utiliser, mais en fait c'est un travail fastidieux mais qui va être structurant. Et je vais vous expliquer un petit peu la démarche par rapport à ceci. Dans le référentiel du réseau, il y a différents types d'informations qu'on va pouvoir collecter. Au niveau juridique, il est par exemple important de comprendre la date de contrat, la typologie du contrat qu'on va avoir avec son adhérent ou son franchisé. Il est intéressant de comprendre l'actionnariat, le mois de clôture, parce que dans un réseau, tout le monde ne clôture. Le gérant ou le patron va se rémunérer. Est-ce qu'il est plutôt en dividende ou est-ce qu'il est salarié? Donc si on va vouloir faire de la comparabilité de l'information, il est important de pouvoir capturer cette information. D'accord. Au niveau économique, par exemple, il est important de comprendre les surfaces. De comprendre le concept qui est utilisé, la zone de chalandise ou l'iris auquel il appartient, les effectifs, les concepts, l'équipement. Je prends un exemple dans le domaine, par exemple, de l'automobile, de savoir le nombre de ponts qui sont disponibles dans le centre auto, par exemple, c'est extrêmement structurant. Parce qu'on va pas comparer un centre auto qui a 3 ponts avec un qui en a 5. Par exemple, le nombre de cabines de bronzage ou de fours à pizza, etc. C'est exactement titulaire dans la pharmacie. Pareil, voilà. C'est la même chose. Donc de bien comprendre le dimensionnement, les horaires d'ouverture. Aussi un truc qui est intéressant parce qu'en fait, selon que vous ouvriez le dimanche ou des horaires un peu plus ouvertes, la comparabilité va être différemment. Les agréments. Est-ce que vous êtes habilité, par exemple, je reviens dans mes centres auto à faire du pot catalytique ou faire de la voiture électrique? Ça en fait des paramètres. On se rend compte que c'est pas simple. Donc il y a des informations organisationnelles également, les animateurs, les franchiseurs, comment ils s'organisent et leur attachement. Et ensuite, il va y avoir des informations, des ratios qui vont être intéressants, qui vont pouvoir regrouper les points de vente en fonction de critères qui vont cette fois-ci le chiffre d'affaires ou la date d'ouverture. Une chose, pour donner un petit exemple qui était étrange, on capture souvent l'âge du patron, c'est-à-dire du gérant du point de vente. On s'est rendu compte lors d'une analyse récemment qu'à partir de cette information, tout ce qui était transmission, on pouvait l'anticiper. C'est-à-dire que on s'est rendu compte que 20% du réseau avait des gérants qui avaient plus de 60 ans. Et donc la problématique de transmission devait être anticipée. Le fameux papy boomer. Exactement. Effectivement, plein dedans. Donc tous ces éléments qu'on va capturer, stocker et organiser, ce qui est compliqué, c'est qu'ils varient dans le temps. C'est-à-dire que votre point de vente qui avait tel concept à telle date, il va changer de concept 3 ans après parce que il y a un concept qui est plus moderne, qui est plus efficace. Donc on va capturer l'information, ou une surface, par exemple un magasin qui va s'agrandir. Et tout ceci varie dans le temps. Et donc ça crée une complexité nouvelle. C'est-à-dire que si je veux regarder une date donnée, tous les magasins qui ont tel critère, il va falloir bien dire et stocker les événements, à quelle date a eu lieu telle information. Une fermeture temporaire, par exemple un magasin qui a quelques travaux, il va falloir en fait en tenir compte dans l'analyse économique du magasin parce qu'en fait il va peut-être fermer une semaine, un mois. Ça impacte le résultat nécessairement, la trésorerie, tout un tas de ratios effectivement. Exactement. Donc la pièce maîtresse de tout ceci, c'est ce qu'on appelle le référentiel qui va permettre justement de comprendre son réseau, de l'analyse
réseau de l'analyser. Et on se rend compte dans beaucoup de réseaux, même un petit peu matures, cette information souvent n'est pas très bien mise à jour, n'est pas très bien captée, et de ce fait, les analyses sont dégradées parce qu'on n'a pas la matière pour faire de l'analyse. C'est faute de ressources de la part du franchiseur, de la tête de réseau, ou alors c'est juste parce qu'il n'y a pas les bons réflexes ou les bons outils? Je dirais que ça mélange souvent des deux. Il y a toujours des ressources qui sont limitées, et après, l'organisation n'est pas mise en place pour que ces informations vivent et soient mises à jour et collectées. Il y a un autre élément qui est extrêmement important, c'est la variabilité du temps. C'est-à-dire qu'une année, 335 jours, si on découpe en mois, le nombre de jours dans un mois va varier d'une année sur l'autre. Bien sûr. Et ça, dans le commerce, ça peut avoir des impacts très très importants. Par exemple, si vous prenez une année où il y a des jours fériés à hauteur de 4 jours, un mois de mai par exemple, si vous comparez avec cette année où il y en aura un petit peu moins, exactement. c'est un impact qui est extrêmement fort. Donc, ce qu'on fait dans le domaine du commerce en général, c'est qu'on va pouvoir analyser le business en travaillant plus sur des mois, mais d'autres types de périodes. Donc, on a la notion du 4-4-5, par exemple, on va découper en 4 semaines, des périodes, 4 semaines, 5 semaines. Et de ce fait, chaque année, on aura exactement le même nombre de jours. Ah, d'accord. Ou 13 périodes de 4 semaines. Pour avoir des comparables. Pour avoir des comparables, exactement. Et de faire tomber les jours qui sont critiques, si on est dans le domaine du jouet ou de la bijouterie. Oui, c'est ça, avec une saisonnalité particulière. Qui est particulière, pouvoir avoir des repères particuliers, c'est-à-dire 6 jours avant Noël, ça correspond à quelque chose. Ce qui est plus à en tenir compte, qui vont permettre à partir à la fois du référentiel et du temps, de pouvoir constituer ce qu'on appelle des panels. Et un panel, ni plus ni moins qu'un ensemble de critères cohérents. Donc si je prends tous les points de vente qui font plus de 100 mètres carrés, qui ont tel équipement et qui sont ouverts plus de 3 ans, c'est ce qu'on appelle un panel. Et donc ça va me permettre de segmenter et d'analyser de façon efficace mon ensemble de mon réseau. Donc chaque franchisé ou affilié est susceptible d'appartenir à un panel précis pour être comparable au sein de son réseau. Exactement, il y a plusieurs panels. Ou alors à plusieurs, effectivement. On peut être à la fois centre-ville, mais également de tels concepts. Et donc on va pouvoir segmenter et faire du multicritère. Donc une affinité de maison, c'est ce qui rend la chose pas évidente pour un franchiseur finalement. Exactement, et donc plus l'outil est élaboré, plus l'information est bien captée, plus l'outil permet de l'analyse croisée, plus l'analyse sera pertinente, et la compréhension du réseau sera d'autant plus forte. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est très complexe. Donc, à retenir, vous voyez sur la planche là, actuellement, quelques points que Laurent a détaillés. Donc, la nécessité effectivement de bien connaître son réseau à travers ce que Laurent a détaillé comme le référentiel. C'est vraiment la colonne vertébrale, l'épine dorsale, je dirais, est-ce qu'il y a un petit souci? Voilà, l'épine dorsale du réseau. Le besoin d'historiser effectivement les ratios des événements. Définir une échelle de temps qui est à retenir pour permettre la comparabilité justement des franchisés au sein des panels, et enfin choisir des critères qui soient essentiels à la constitution de panels représentatifs, sachant qu'un franchisé peut appartenir à un ou plusieurs de ces panels. Sans plus attendre, nous abordons le point suivant, celui des ratios. En effet, on se rend compte que aujourd'hui, et là je vais m'adresser à Catherine Bergot, les candidats à la franchise, ça n'échappera à personne, sont de plus en plus avertis dans leur choix d'enseigne. Ils sont bien donnés pour permettre justement une comparabilité des enseignes. En lecture directe sur les portails internet, vous pouvez avoir au sein des secteurs donnés par rapport à un montant de droit d'entrée, vous pouvez avoir différents choix. Les franchiseurs eux-mêmes proposent de plus en plus d'outils et disposent de plaquettes de plus en plus étoffées, de parties de leur site qui sont très explicatives, très pédagogiques sur le concept. D'ailleurs, en face, souvent avec les bonnes pratiques et même la jurisprudence, histoire vraiment de se protéger. L'un des fondements de la décision du franchisé réside justement dans les fameux ratios financiers qui peuvent lui être proposés par l'enseigne afin d'étayer son raisonnement d'investisseur, puisque c'est bien ça qu'il s'agit finalement. Les franchisés sont des investisseurs. Avant même de s'acheter entre guillemets un emploi, ce sont des investisseurs qui investissent leur propre denier. Alors, Catherine, justement, dans cette logique d'investissement, quels sont les ratios que le franchiseur doit absolument communiquer à ses candidats pour les mettre dans les meilleures dispositions de consentement, pour reprendre un peu un terme cher à la jurisprudence? Oui, donc là, on va parler des obligations contractuelles. Effectivement, le franchiseur doit communiquer de résultats un compte d'exploitation prévisionnel. Donc ça, c'est quelque chose qui est indispensable et nécessaire, sachant que la difficulté réside dans les éléments qui vont être communiqués, parce que on retrouve cette fameuse notion d'interdépendance qu'il faut absolument pouvoir respecter. Donc ça veut dire communiquer des chiffres clés moyens par catégorie, en fonction, par exemple, du type d'emplacement. On a parlé tout
tout à l'heure de l'implémentation en centre-ville, on a parlé des centres commerciaux, ou en fonction de la région, bien évidemment, les chiffres clés moyens ne vont pas être identiques d'une région à l'autre. Donc on pourra parler de chiffre d'affaires, on pourra reprendre la notion de panier moyen, on va pouvoir parler de rentabilité évidemment du réseau par rapport à cette segmentation du marché. Donc du reste, ces éléments moyens, on a pu les obtenir parce qu'on avait une bonne vision du réseau, tel que l'a présenté à l'instant Laurent, qu'on a pu segmenter évidemment tout ça et sortir évidemment avec cette aide de multicritères des éléments qui soient représentés. Ça c'est un élément important, un écart entre le meilleur franchisé et le moins bon franchisé. Ça aussi c'est important pour que justement on puisse voir le pire et le meilleur, pour voir évidemment si on va pouvoir prendre le risque et nous comment on se sent par rapport à tout ça. Un élément important aussi qui arrive très souvent, c'est le pourcentage de frais par rapport au chiffre d'affaires. Ça c'est quelque chose de normatif et il faut effectivement qu'on puisse intégrer ça lorsqu'on va faire un business plan. Ça, c'est fondamental. Et puis l'autre élément aussi qui va permettre aux futurs franchisés de se positionner par rapport à une enseigne donnée, c'est justement l'évolution moyenne du chiffre d'affaires sur une certaine période. Puisque il faut aussi qu'ils puissent se projeter dans le temps. Donc il y a l'année 1 évidemment, mais ensuite comment ce concept va évoluer, en tout cas lui, comment va pouvoir se positionner en N+1, N+2, N+3 et voir si effectivement il pourra avoir une certaine rentabilité et à quel horizon. Donc voilà, donc là on parle effectivement d'obligations contractuelles du franchiseur par rapport à un futur franchisé. D'accord. Je rappelle peut-être à ce sujet-là que les ratios, les indicateurs, c'est très bien, mais en l'occurrence, ce sont des indicateurs, c'est fourni à titre purement indicatif dans le sens où un jeune franchisé qui vient d'arriver dans le réseau, se mettant directement en situation de benchmark par bon, meilleur et moins bon, peut être mis par son animateur d'une part sur les indicateurs commerciaux et par son expert comptable de l'autre côté pour les indicateurs de gestion, afin de mesurer à quel rythme ou à quelle échéance on peut progresser en bonne intelligence sur ces différents ratios. Il ne s'agit pas d'ambitionner, d'avoir un niveau de performance super élevé alors qu'on vient à peine d'arriver dans le réseau du jour au lendemain. C'est beaucoup plus complexe et ça repose sur une exploitation assumée, digérée, un niveau de maîtrise du concept. Je tiens à le préciser. Oui, en tout cas, c'est ce qui va faire. C'est ce qui va permettre effectivement l'élaboration du business plan. Tout à fait. Tout à fait. Alors, Catherine Dargaud, toujours, nous voyons que les indicateurs que vont produire et analyser les franchiseurs sont vraiment primordiaux dans l'accompagnement à l'exploitation. Peut-être pourriez-vous nous rappeler quels sont les plus fréquemment usités, justement, par les franchiseurs, mais également comment retenir ceux qui peuvent faire la différence et au passage, peut-être nous rappeler qu'est-ce qu'un référent réseau, quelle est cette notion qui est centrale. Alors là, lorsqu'on parle d'indicateur, c'est toujours la difficulté d'identifier l'indicateur qui va permettre de mesurer la vente, mesurer l'évolution du chiffre d'affaires, etc. Donc toujours il faut absolument arriver à identifier un indicateur qui soit pertinent, qui correspondent évidemment à ce que l'on souhaite évoluer et les points que l'on souhaite absolument suivre au sein de la structure. L'autre élément, c'est qu'on puisse les mesurer facilement, rapidement, et donc là, on peut s'appuyer effectivement sur des outils qui permettent de fournir cette information-là de manière la plus rapide possible et surtout la plus fiable possible, et puis bien évidemment adapter à l'activité de l'enseigne, enfin de l'entreprise. Et donc là, ça veut dire qu'il faut vraiment identifier un indicateur qui soit vraiment pertinent et qui permette aussi la comparabilité entre franchisés. Parce que l'intérêt d'un indicateur, c'est pouvoir mesurer évidemment la performance, parce que là on parle de performance, quand on n'a pas d'indicateur, entre franchisés d'une même enseigne et surtout d'une période à l'autre. Là on revient sur une période dont Laurent parlait, et là c'est très compliqué justement, après quand on parle de comparabilité, d'avoir des indicateurs, ok, mais après il faudra évidemment les retraiter pour les équipements justement de faire progresser le franchisé. Alors les indicateurs en général ils sont de deux natures, il y a les indicateurs financiers et puis les indicateurs plutôt liés à l'activité, donc au métier. Opérationnel. Voilà, opérationnel. Donc là on va parler de chiffre d'affaires, on va éventuellement ventiler le chiffre d'affaires par gamme de produits, ça c'est intéressant aussi de pouvoir mesurer les progressions ou les baisses de chiffre d'affaires par nature de produit pour bien mesurer l'évolution des besoins des consommateurs. On va parler de chiffre d'affaires par mètre carré, donc là on va rejoindre aussi l'indicateur par rapport à son emplacement, est-ce que j'ai le bon emplacement, est-ce que le nombre de mètres carrés correspond, parce que j'ai pas trop de mètres carrés finalement et donc du coup ça me coûte trop cher et évidemment ça n'impacte sur ma rentabilité. On va parler de panier moyen, on peut parler de fréquentation, de rotation de stock, enfin tous ces éléments-là, le taux de marge c'est sûr que c'est indispensable pour bien mesurer justement les coûts directs par rapport à notre chiffre d'affaires. On revient sur le pourcentage de frais généraux, les loyers, c'est aussi la masse salariale, le nombre de TP. Enfin, on voit qu'on a un nombre évidemment d'indicateurs importants. Il faut impérativement arriver à choisir quelques-uns. Il ne faut pas en suivre une vingtaine, ça ne sert à rien. Voilà. Il faut bien les mesurer, sachant qu'un indicateur
un jour n'est pas forcément l'indicateur de demain. Ça veut dire que, Oui. pareil, le référentiel indicateur peut évoluer dans le temps en fonction de la maturité du point de vente, Du concept lui-même, tout à fait. etc. Donc il faut quand même rester assez agile là-dedans. Oui. Il faut avoir un socle qui soit suffisamment, comment dire, solide, qui peut permettre la comparabilité, mais à la fois agile pour intégrer d'autres éléments qui peuvent venir perturber les choses. Donc ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a un socle invariant de ratios clés qui sont inhérents au concept, à l'ADN de l'enseigne, et puis effectivement de manière plus opportuniste ou agile en fonction de différents critères extérieurs, exogènes, des ratios un petit peu mobiles qui peuvent être mobilisés en fonction justement de critères exogènes. Activité. Si on parle de cuisiniste, le nombre de devis fait par exemple pour un point de vente. Quand on parle de l'immobilier, ça va être le nombre de mandats par exemple. Voilà, Donc il faut effectivement compléter tout ce panel-là par des éléments qui vont être vraiment spécifiques à l'activité et qu'il va falloir suivre évidemment encore une fois dans le temps. Vous m'avez également posé une question, Nicolas, sur la notion de référent réseau, je crois. Oui. Donc là, on revient sur la notion de catégorie de typologie d'indicateurs qui vont permettre justement de comparer les indicateurs retenus par rapport à des configurations semblables. Et donc là, on revient à cette notion de référentiel qui est vraiment indispensable. Si on n'a pas dès le départ vraiment la vision claire du réseau avec une vraie cartographie, avec les vrais indicateurs, c'est très compliqué ensuite de pouvoir mettre en œuvre et définir ces panels, finalement, ces configurations. On va pouvoir faire des panels en fonction de la superficie des points de vente par rapport au lieu d'implantation. Donc là, on va revenir sur la notion parisienne. La région parisienne, évidemment, n'a rien de comparable avec les régions en Bretagne, par exemple. Enfin, peu importe, mais en fonction de l'activité, on sait très bien que de toute manière, et en plus, c'est lié à l'activité. Donc, c'est très, très important de pouvoir faire ces configurations, ces typologies. Et une fois qu'on a fait ces catégories-là, on va identifier des indicateurs référents. Ça veut dire que si on répond à cette catégorie-là, par rapport à cette catégorie-là, quel est l'indicateur qui va permettre, moi, franchisé par exemple, au point de vente, de pouvoir me mesurer et de savoir si je suis dans les clous ou pas. On peut parler de moyenne, mais je crois que Laurent, vous pouvez peut-être nous illustrer justement quelques exemples par rapport à ça, puisqu'on sait très bien que la moyenne, ça peut être un sujet, mais c'est pas forcément uniquement la moyenne qu'on peut retenir. Ce qu'on voit, Catherine, chez nos clients en général, et je rejoins ce que disait Nicolas, c'est-à-dire qu'un franchisé qui rejoint un réseau, la première raison pour laquelle il le fait, c'est pour gagner de l'argent. Il investit de l'argent, ce qu'il attend un retour sur investissement. Et donc une certaine transparence, une certaine mesurabilité de l'investissement. Ce que font nos clients par rapport à ceci, c'est de modéliser le business au travers d'un business plan. Voilà la façon dont on réalise autre chose, la façon dont se constitue l'activité. Et donc il leur donne souvent un modèle qui va leur permettre de pouvoir projeter leur activité sur 3 ou 5 ans, souvent sur 5 ans maintenant. Et souvent, c'est fait de façon conjointe entre l'animateur et l'expert comptable qui apporte chacun. Et cet outil qui est mis entre leurs mains, ce qui est intéressant, c'est qu'on leur donne également la possibilité de choisir les panels auprès desquels ils vont se comparer eux-mêmes. C'est un choix que fait le franchiseur d'ouvrir la boîte de Pandore avec l'information des référents directement aux futurs franchisés. Et le franchisé est-il lui-même en mesure dès le départ de choisir les bons panels ou comment c'est un peu... Oui, il a les critères à disposition, il est aidé par l'animateur qui dit voilà, vous êtes dans quel type, vous êtes en centre-ville, vous êtes tel truc, voilà les panels qui correspondent le mieux. Il peut se comparer jusqu'à 3 panels en parallèle. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que pour répondre à votre question, Catherine, c'est qu'ils vont pouvoir choisir en fait à l'intérieur d'un panel, je prends l'écart type, parce qu'en fait, on verra que selon la typologie d'activité, la différence peut être très 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 forte. Et donc c'est souvent du ressort du franchiseur de proposer en fait de travailler soit sur des moyennes, sur des choses parfois un peu plus élaborées, qui permettent d'avoir une meilleure connaissance, une meilleure compréhension du panel référent en l'occurrence. D'accord, donc on voit bien c'est un travail collectif avec d'une part le franchiseur, ensuite l'animateur et enfin le franchisé qui, force de ce soutien, est à même de choisir en conscience les panels qui le concernent. Exactement. Et c'est un moment extrêmement clé dans le recrutement d'un futur franchisé parce que c'est un gage de confiance. Ce qui est important également, c'est il faut que le dossier soit monté de façon très professionnelle parce qu'il y a un emprunt souvent à la clé avec de la dette et des banquiers qu'il faut rencontrer. Donc plus le business plan est bien structuré, plus est bien expliqué, plus le projet a des chances d'aboutir et d'être réussi derrière.
Parce que la clé, non seulement c'est pas le business plan, mais 2 ans après, de pouvoir comparer est-ce qu'on atteint nos objectifs, oui ou non, et s'il y a des écarts, d'où ils proviennent. Et quand on voit la masse de conflits et de contentieux liés justement à l'appréciation ou à l'atterrissage après 2 ou 3 années, c'est un sujet très critique, il faut manier avec précaution et on aura l'occasion d'y revenir plus tard dans notre cursus. Et l'application du franchiseur peut être mise en cause dans certaines... Exactement, voilà. Donc il ne faut pas aller trop loin dans la matière et se contenter de post-it, mais nous y reviendrons. Donc en synthèse, finalement, on voit bien qu'il y a une obligation contractuelle, on a largement débattu. Le choix de l'indicateur est assez primordial, donc pertinent, un nombre restreint et surtout adapté à l'activité, avec un équilibre évidemment entre les indicateurs financiers et les indicateurs opérationnels, et tout ça évidemment par rapport à des indicateurs référents qui vont être représentatifs du panel qu'on aura identifié. Très bien. Merci Catherine. Alors, je vous rappelle que l'intégralité de ces contenus sera en replay sur notre chaîne Webikeo. Également, le support avec tous ces éléments de bons à retenir seront téléchargeables sur notre site. Attardons-nous à présent, si vous le voulez bien, sur la notion de benchmarking. En effet, l'un des grands bénéfices d'adhésion à un réseau, nous l'avons vu, réside dans la compagnie qui exploite le même concept que moi franchisé. Catherine Bergot, toujours une fois que la tête de réseau s'est organisée pour produire les données, qu'elle en a en fait conçu un cadre d'analyse puis des formats de restitution et qu'ensuite elle permet leur exploitation par l'intermédiaire de ces animateurs, nous voyons régulièrement, qu'est-ce qui va faire la différence? Comment finalement passe-t-on d'un simple accès à de l'information à de vraies décisions qui vont finir par avoir un véritable impact sur la gestion de mon point de vente? Donc là, on aborde la question du benchmark. Donc déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qu'un benchmark? En fait, c'est quelque chose qui va nous permettre une restitution claire, opérationnelle, donc synthétique. Et tout ça, ça va représenter, c'est une image de l'état d'un réseau à un instant donné, et au travers des indicateurs qui ont été identifiés pour mesurer la performance. Et donc là, on revient évidemment sur toutes les notions d'indicateurs que l'on vient d'évoquer, avec le choix des indicateurs qui vont bien permettre la mesure de cette performance. Donc ça, une fois qu'on a fait le benchmark, on est là, c'est surtout à partir de ça de pouvoir exploiter évidemment les informations qui ressortent de cette analyse de benchmark. Et ça permet d'identifier des axes d'amélioration, c'est-à-dire voilà sur quel point, voilà pourquoi se poser les bonnes questions, pourquoi moi je suis moins bon sur cet axe-là alors que d'autres sont meilleurs que moi. Donc identifier ces axes d'amélioration. Évidemment, de travailler, donc avoir un dialogue avec l'animateur, c'est clé, qui est assez clé, et avec éventuellement son expert comptable lorsqu'on va parler d'éléments de gestion, d'indicateurs de gestion, puisque lui aussi aura un rôle pédagogique du reste, et un rôle d'assistance et de conseil par rapport à son franchisé. Et puis derrière, une fois qu'on a fait justement ce constat, c'est surtout de définir un plan d'action qui va permettre de mettre en œuvre des mesures correctrices et faire en sorte que la performance du franchisé s'améliore et justement atteigne les fameux objectifs qui ont été définis dans son business plan, par exemple si on parle de business plan comme tout à l'heure. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement, ça permet un dialogue, on a vu, donc finalement on va créer un cercle vertueux d'amélioration continue, c'est-à-dire qu'on va être toujours en permanence à se poser la question avec les durées, etc. Le but, c'est pas que du contrôle, justement, c'est justement se mettre dans une démarche vraiment très positive et toujours s'améliorer. Et un point qui est important, justement, c'est une base factuelle et chiffrée. Donc ça, c'est important de dire qu'il n'y a pas du tout une interprétation, c'est les indicateurs identifiés, ils sont analysés sur quelque chose de tout à fait objectif. Donc finalement, une fois qu'on a ça, en synthèse, on peut dire que finalement, ça va créer une émulation, mais c'est une émulation saine entre les franchisés, puisqu'ils vont pouvoir se comparer les uns par rapport aux autres. Alors évidemment, il n'y a pas une restitution claire de l'ensemble des points de vente, souvent c'est anonymisé, c'est-à-dire qu'on va avoir le point de vente qui vont se comparer par rapport à plein de petites croix, mais c'est quand même très important de voir comment ils se positionnent, et c'est effectivement très simple finalement comme démarche consultive d'amélioration. Sachant qu'ils se parlent entre eux aussi, les franchisés, donc ils peuvent par la bande, entre guillemets, sous le tapis, par des voies détournées, se comparer leur ratio, leur chiffre. Indirect, au moins c'est partagé. C'est partagé, c'est organisé. Ouais. Voilà, et en fait, et justement, l'animateur va se servir de ça comme un support d'animation pour détecter des problématiques et éventuellement les anticiper, parce qu'évidemment, comme les indicateurs sont construits de telle manière à pouvoir anticiper, là tout à l'heure on a parlé de départ à la retraite, bon, c'est pas une problématique en soi, mais néanmoins c'est un événement majeur à gérer et à anticiper. Donc c'est détecter éventuellement des points pour pouvoir donc les anticiper et puis éventuellement apporter un traitement de manière préventive par rapport à tout ça. D'accord.
Donc finalement, en synthèse quand même, le benchmark, ça veut dire que ça reflète une véritable ambition de fonctionnement, une certaine maturité du réseau pour accepter de faire un benchmark, de pouvoir communiquer, de partager, un recul, une maturité et une volonté d'amélioration continue. Et évidemment, tout ça dans une transparence forte. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement positif lorsqu'on s'en sert à bon escient. Très bien, effectivement, on voit qu'on peut le tourner de manière très positive. Alors, Laurent Duvernet, comment la tête de réseau doit-elle s'y prendre pour organiser tout ce dispositif et en quelque sorte ce qu'on peut appeler son observatoire économique interne, justement? Alors, il y a un point que présentait Catherine qui me semble essentiel, c'est la confidentialité. On est face à des entrepreneurs indépendants les uns des autres. C'est vrai. Et ça, faut pas l'oublier, on n'est pas dans un réseau intégré, la plupart du temps. Ce ne sont pas des succursales, donc la confidentialité est une chose essentielle. Et je voyais qu'il y a une question qui a été posée par Anne, à partir de combien de points de vente peut-on construire un panel représentatif? Souvent, ce que font nos clients, c'est un paramètre qu'on a dans nos outils, qui permet de définir. Mais en général, ils considèrent qu'à partir de 5 points de vente, à dire d'un panel, on peut commencer à faire des choses. C'est suffisamment représentatif. C'est suffisamment représentatif à partir de 5 pour permettre un certain nombre d'analyses. Et 5, si vous prenez une région donnée associée avec un concept donné et avec, parce que c'est un croisement de différentes choses. C'est le croisement qui crée des difficultés. Exactement, donc à partir de là, souvent ce que nous qui évite en fait de connaître exactement les données d'un tel ou d'un tel. Qu'on cherche à... C'est dilue suffisamment Exactement, pour pas avoir cette information-là. D'accord. Donc une fois que vous avez cette information-là et qu'on respecte la confidentialité, c'est comment va-t-on diffuser cette information à l'ensemble du réseau. Donc ce qui est important sur les tableaux de bord, parce qu'on va parler de tableaux de bord, c'est la façon de communiquer l'information, c'est de constituer des tableaux de bord, et là je vous ai pris quelques exemples que je vais vous illustrer, c'est qu'ils soient simples, qu'il n'y ait pas trop d'indicateurs, c'est-à-dire qu'on choisit les bons indicateurs spécifiques à votre métier. Là on va regarder, on est dans un domaine d'activité dans l'automobile. N'oublions pas, effectivement, je vous coupe, excusez-moi Laurent, mais que nous avons souvent affaire à des gens qui n'étaient pas gestionnaires dans leur domaine, qui étaient des cadres salariés dans d'autres activités, et pour qui c'est un peu non pas du chinois, mais c'est tout nouveau. Donc il faut vraiment qu'il y ait un effort de pédagogie en termes de restitution. Exactement. Et une chose qu'on utilise énormément, un petit peu comme à l'école, c'est le classement. C'est une chose qui est extrêmement intéressante. Ça parle à tout le monde. Donc, si vous regardez l'exemple que vous avez à l'écran, là, dans le nombre d'activités, le panier moyen, Catherine en parlait tout à l'heure, ou le taux d'activité, parce que là j'ai de la prestation de service, et on veut s'assurer que mes collaborateurs sont bien à l'atelier à travailler. Tout à fait. Et je vais retrouver en fait ma performance comparée à l'année précédente, mais également comparée, c'est vous en fait, par rapport au secteur, à la zone et au national, qui correspondent en fait à 4 panels différents. Et vous avez une colonne qui s'appelle le rang, que vous retrouvez, qui est en bleu, où je retrouve également comment je me situe par rapport aux autres. Et ça, c'est extrêmement intéressant. D'accord. Je participe à beaucoup de conventions de nos clients. Et c'est toujours intéressant de se retrouver à table avec des franchisés qui vont poser la question, et toi, tu fais combien? Voilà, c'est ça, exactement. Il y a une émulation qui se produit, où les gens se comparent en disant, est-ce que j'ai progressé par rapport à ce que je connais? Et ça, c'est une chose qui est extrêmement... Et ça crée vraiment une émulation qui est tout à fait saine. Voire une coopération. Une coopération. Et globalement, finalement, l'ensemble du réseau en profite. Ça tire l'ensemble du réseau par le haut. Donc, il y a différents critères qui sont importants, qui sont à un moment donné de se situer par rapport aux autres. La plupart du temps, le commerçant, il est le nez dans le guidon, il traite ses clients, il essaie de les traiter le mieux possible et de faire bien son métier de commerçant. Et s'il n'a pas des données externes qui lui sont données, qui lui disent voilà ce qui se passe à côté, il y a de fortes chances qu'il passe à côté de certaines choses. Quelqu'un qui lui renvoie la balle et qui lui rapporte un peu d'objectivité et de factuel, là où lui-même est dans sa gestion quotidienne, il n'a pas la tête forcément. Donc ça va bénéficier au franchisé lui-même. À contrario, il y a ceux qui réussissent particulièrement bien dans un réseau, il y a toujours les 20% qui brillent, et c'est de comprendre qu'est-ce qu'ils font de spéciaux ces gens-là pour briller. Et donc de pouvoir le comprendre, l'analyser pour le reproduire et tirer l'ensemble du réseau. Donc il y a 2 effets qui sont intéressants. En effet. Et ce qu'on va permettre au travers de l'outil, donc là c'est la première chose, c'est on se mesure, on se compare et on voit où on est bon, où on est mauvais, mon mix produit, mon panier moyen et autres. D'accord. Mais derrière, ce qui est intéressant, c'est de simuler. Tiens, mes rotations de stock, moi, tournent 2,5 fois par an, alors que la moyenne du réseau est à 5. J'ai un problème de mix produit. Qu'est-ce qui se passerait si je modifiais ça? Donc en modifiant un paramètre, on simule et on voit... Exactement, et donc l'impact directement qu'il va y avoir sur mon compte de résultat, mon bilan, ou sur ma trésorerie, ou sur mon activité globalement. Donc ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir rendre des actes de gestion mesurables,
directement pour des gens qui ne sont pas des gestionnaires. Ce que vous dites, les démystifier. c'est un boulanger chez la Micaline, c'est un chez Midas, ça va être un garagiste. Donc ce sont avant tout des commerçants et il faut leur rendre les actes de gestion le plus compréhensibles possible. Il faut leur faciliter la vie, sachant qu'ils n'ont pas créé leur franchise pour s'occuper de ces aspects-là au départ, mais plutôt pour optimiser la gestion de leur point de vente et surtout derrière, de patrimonialiser, de valoriser leur point de vente un maximum. C'est l'aventure entrepreneuriale avant tout, et le back-office, la gestion de ces aspects-là, le confier à des tiers de confiance qui maîtrisent parfaitement le sujet. Exactement, il faut qu'ils se l'approprient la gestion. Qu'ils la s'approprient un minimum quand même. Exactement, parce qu'il n'y a rien de tel, moi quand je vais voir des commerçants, que vous leur posez une question, il dit ah, j'ai pas vu mon expert comptable, mais je le vois. Par rapport à ça. Exactement, il est important qu'ils le puissent se l'approprier, il est important qu'il soit conseillé, mais que ça l'approprie pour le comprendre eux-mêmes. Après tout, il reste quand même professionnel indépendant, faut pas l'oublier. Exactement. C'est un entrepreneur qui gère son entreprise et qui est responsable de sa trésorerie. Ce qu'on voit également, c'est que la fréquence de l'information a tendance à s'intensifier. C'est-à-dire que il y a quelques temps, on remontait l'information, on est parti des bilans, des bases fiscales, qui permet d'avoir une structure déjà cohérente et semblable. Et fiable. Puisqu'elle est validée. Et on est passé à des informations maintenant avec des reportings qui sont trimestriels, avec des arrêtés, un budget et un reporting trimestriel. Les effets de la financiarisation, ça devient maintenant quasi d'exploitation. Exactement. On ne peut pas attendre une année pour savoir qu'on va se planter. Et le mesureur dit ah, trop tard, je me suis planté. Il y a un besoin de proactivité des conseils, notamment l'expert comptable, qui en quasi temps réel peut informer et alerter son franchise sur ces aspects plutôt qu'attendre le bilan et 6 mois après. Exactement. Et les derniers volets aujourd'hui de la fréquence, c'est que maintenant on remonte les données de caisse tous les jours pratiquement dans beaucoup d'activités. Sur lequel à 14 heures ils savent exactement par rapport aux autres, est-ce qu'ils sont en avant, que j'ai pas dans mon magasin que d'autres ont et qu'ils vendent très bien. C'est des choses qui sont essentielles pour pouvoir réagir le plus vite possible. On peut plus attendre. C'est ça. On réagit en temps réel. Et donc on attend ça de l'outil, c'est qu'il puisse répondre à ces questions et vous présenter simplement. D'accord. Je pense que il y a un autre petit exemple. Il faut que ce soit graphique. Il faut que ça simple. Effectivement, on voit que c'est attractif là. C'est simple. Il faut dans l'exemple, moi j'ai fait un 3 de Ajaccio, j'ai fait 1,7% de croissance et voilà par rapport aux autres. Donc tous les éléments qui me permettent de me situer par rapport aux autres et comprendre mes faiblesses et pouvoir agir dessus. Parfait, très bien. Je vous remercie Laurent pour ces précisions. Donc, à retenir pour ce point, c'est une question, comme Laurent le disait, de transparence et en même temps d'émulation. Il s'agit d'enclencher par la mise en place du benchmark un cercle vertueux d'amélioration sur une base chiffrée et factuelle. Recourir au benchmark, c'est un signe, comme disait Catherine tout à l'heure, de maturité de pilotage du réseau. Et ça s'inscrit par une communication simple, standardisée et surtout récurrente. On n'insistera jamais assez sur également en compagnie de Laurent. Le mois prochain, la prochaine session, c'est vraiment de la fréquence et de la récurrence. Je vous propose à présent de nous adresser des questions si vous en avez. Il y a une question qui entre-temps a été posée par Anne et à laquelle je crois nous avons répondu. Je note dans la zone de chat qu'il n'y a pas nécessairement de questions. De toute manière, vous avez toutes nos coordonnées et vous pourrez à loisir nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Et également reprendre contact avec nous pour en savoir un petit peu plus sur les aspects benchmark, également pilotage et pour une consultation personnalisée éventuellement. En synthèse, il est utile de vous rappeler donc, pour répondre à la thématique de notre session, que le benchmark au sein d'un réseau, c'est peut-être 4 éléments vraiment fondamentaux à retenir. C'est que c'est vraiment le socle d'appui et le socle fondamental du réseau, clairement, notamment par rapport à la notion de référentiel. C'est ce sur quoi s'appuie la gestion et le pilotage du réseau. C'est également un socle, une base de développement et de pilotage de la croissance pour ce réseau. Ça permet également de donner aux affiliés comme à la tête de réseau une vision objective et consolidée de l'activité. Et enfin, ça enclenche un cercle vertueux d'amélioration continue pour les membres du réseau et aussi vis-à-vis de la concurrence qui, elle, bouge en permanence. N'oubliez pas, donc ainsi se termine notre première session de ce cursus destiné aux dirigeants. J'espère que nous avons pu répondre à certaines de vos interrogations, voire toutes. Vous voyez à l'écran la suite de notre cursus. Notre prochaine session du cursus dirigeant aura lieu le 21 avril, vous pouvez le noter dès à présent à 10h du matin. Et également dans le cadre de notre autre cursus pour les crèmes de réseau, donc pour les entrepreneurs susceptibles de se développer en franchise, le troisième opus aura lieu le 19 avril à 14h. Tous les horaires sont consultables évidemment sur notre site. Notre session, je vous le rappelle, sera en replay sur webikeo.fr et nos experts, encore une fois, sont à votre entière disposition pour tout complément d'informations et consultations personnalisées.
Nous vous remercions de votre attention. Merci Laurent, merci Catherine Merci. pour votre expertise et je vous dis à très bientôt. Au revoir, Nicolas. Bonne journée.